Et comme vous pouvez le voir sur la page d'accueil là, aujourd'hui, on est très content d'accueillir Catherine Pellachot, donc, qui est actuellement directrice de recherche au CNRS, au laboratoire ISIR, donc à Sorbonne Université. Et donc Catherine, bon, c'est quelqu'un qui est très connu dans tout ce qui est, on va dire, agent conversationnel ou interaction homme-machine, et donc toucher social des agents virtuels, donc dans tout ce qui est interaction entre l'humain et l'agent virtuel, hein, comme le dit le titre. Donc Catherine, elle a obtenu, donc je ne vais pas vous faire un CV en longueur parce on n'a pas le temps et c'est sans doute pas ce qui vous intéresse, mais entre autres choses, elle a obtenu un prix ACM SIGAI pour sa recherche sur les agents autonomes, et elle est aussi docteur honoris causa de l'Université de Genève, si je ne me trompe pas, Catherine. Et voilà, elle s'investit aussi sur des missions objectifs très sociaux, hein, vu que tu fais aussi partie, je pense, du COMET, donc du comité d'éthique du CNRS. Donc voilà, beaucoup de choses, mais aujourd'hui, elle va donc nous parler de mécanismes d'adaptation dans une interaction humain-agent virtuel. Donc sans plus attendre, et avec grand plaisir, Catherine, je vais te laisser la main pour nous parler de tout ça pendant une petite heure. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Là. Donc, c'est vrai que j'ai choisi de présenter différents travaux que nous faisons depuis longtemps sur les thèmes d'adaptation, hein, pour que les agents puissent interagir avec les personnages virtuels et comment cela améliore, enfin, on espère, l'interaction humain-agent. D'accord? Donc, je suis désolée, mes transparences sont en anglais, mais voilà. Donc déjà, les agents, on les appelle dernièrement Social Interactive Agent pour mettre vraiment en avant le fait qu'ils interagissent durant l'interaction, on interagit socialement, eh ben, il faut percevoir son environnement, il faut percevoir la personne qui est en face, etc. Et aussi de percevoir son état mental, son état affectif, en vue de pouvoir raisonner et décider comment interagir, quoi montrer, etc. en termes de quoi dire, mais aussi quelle attitude, quelle émotion montrer, comment montrer de l'engagement dans l'interaction, etc. D'accord? Et comme ce sont des entités qui vont interagir avec les humains, il faut que ça soit d'une manière socialement intelligente euh, pour manipuler les différents signaux multimodaux qu'elle va transmettre, que ces agents vont transmettre. Donc, en général, dans la communauté, je vais essayer de faire disparaître le bandeau. On va essayer de faire en sorte comment ça s'appelle, qu'il puisse simuler les capacités humaines, cognitives et expressives, puisse communiquer verbalement et non verbalement, et aussi émettre un vaste palette de comportements euh, expressifs, hein, pas simplement les émoticônes et les 6 émotions de base, d'accord? Et ensuite de pouvoir gérer les tours de parole. Donc, pour ce séminaire, je vais me focaliser vraiment sur le domaine de l'interaction. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis l'emphase sur le changement de parole, de mots qu'on utilise dans notre domaine? C'est qu'avant, on les appelait les agents conversationnels, les embodied conversational agents. Et là, vraiment l'emphase était sur ces agents qui ont un corps, donc qui vont communiquer verbalement et non verbalement. Donc là, c'était vraiment ça. Maintenant, c'est vrai qu'on fait un shift en mettant de l'emphase sur l'interaction. Et donc, sur l'interaction, on veut vraiment faire en sorte que il y a cette gestion de tour de parole, que l'agent soit aussi bien locuteur et interlocuteur, mais il va falloir qu'il puisse optimiser l'engagement de son interlocuteur en vue de dire, de pouvoir communiquer ce qu'il a à dire, etc. Et puis, ça va permettre d'améliorer la perception qu'ont les utilisateurs de ces personnages virtuels. Donc, le choix que l'on a fait depuis quelque temps, c'est de regarder comment est-ce que on s'adapte dans les interactions. Et c'est vrai que lorsque les interactions humain-humain, on voit qu'il y a énormément de phénomènes d'adaptation. Et ces phénomènes d'adaptation, ils sont vraiment complexes, hein, parce que ça peut se faire sous l'imitation, sous un alignement verbal, non verbal, sur les formes de synchronisation, et formes d'empathie, de résonance motrice, etc. Il y a vraiment une très vaste manière de s'adapter, et aussi c'est l'adaptation
est fondamentale parce qu'elle porte beaucoup de fonctions dans l'interaction. Elle va donc améliorer l'engagement, elle va euh, montrer, améliorer les relations interpersonnelles qui se construisent durant une interaction. Ça va permettre d'avoir aussi de la confiance dans une interaction, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important. C'est, donc, je vais vous présenter un premier travail que l'on a fait il y a longtemps, parce que ça va faire plus de 10-15 ans que l'on a fait. Et c'était pour vous montrer l'importance que les signaux multimodaux ont dans l'interaction et les phénomènes de tempo, d'avoir quand un comportement doit apparaître, il y a une forme d'imitation aussi qui va jouer. Donc, c'était un projet de semaine où le but du jeu, c'était non pas de regarder les agents virtuels, mais de regarder que les humains. C'était une technique pour obtenir des données sur les humains exprimant différents types d'émotions. Donc, avec des psychologues, on avait travaillé à créer différents types d'agents avec des coloriages émotionnels. Donc, sur la gauche, c'est Obadiah qui est plutôt triste, qui est plutôt dépressif, etc., son but dans la vie, c'est d'emmener ses interlocuteurs vers son état émotionnel, tandis que celui de droite, c'est Spike, c'est le mauvais garçon, que son but, c'est plutôt d'être agressif et d'attaquer ses interlocuteurs. D'accord? Et là, vous allez voir, je vais vous montrer deux snapshots de ces interactions, comment les interlocuteurs vont jouer, vont réagir au comportement de l'agent, ou simplement au back channel. Il n'y avait pratiquement aucune compréhension de ce qui était dit chez les agents. À l'époque, ça ne marchait pas trop, tout même le NLU, etc. Donc, c'est vraiment, je pense, là, ce timing des mouvements en tant que locuteur qui vont faire interagir les utilisateurs et qui vont les utiliser, les prendre pour continuer l'interaction. Regardez. Hello, my name is Obadiah. How are you feeling today? Hi Obadiah, I'm good, thanks. But I've just figured out you look like you've got a cold. Is that so? Yeah. Tell me more about You it. need to get some Lemsip in you. Lemsip would be really good. Mm-hmm. Yeah. I don't really like the taste, but if you put sugar in it. Yeah. Sugar, yeah. Sugar's the best and like Donc, vous voyez comment, simplement, vous allez, it tastes really good. It can be so painful, la jeune fille va can't it? réagir, va No, continuer Lemsip's l'interaction, not etc. painful to take. D'accord? Bon, Mind you, après, ça other continue tablets sur might les be différents so- états are not very émotionnels, good. etc. Swallowing Mais tablets ça, c'est pas le have to but take What like about when it all goes? de la présentation. Et ici, il va y avoir parfois des phénomènes Unrealistic. anti-communication. And happiness is a part of reality. Well, Yeah, everyone's trying to be happy. don't you think it'll all go wrong anyway? No? If you try to make things go right, then surely it will go right in the end. If everyone had a negative attitude, then no one would get anywhere. Yeah. Yeah. You just have to, like, look forward and... Yeah. Always an answer for everything. Yeah, there always is, of course. That's the way the world works. If there was no Why don't you answers, take then... control and stop being a wimp? I'm not a wimp. I'm actually a very brave person. I am. Everything can be just crap. Donc, voilà, c'est juste un exemple. Donc, vous avez pu voir comme quoi le fait de montrer des back channels, les humains vont continuer de parler, hein, comme l'on fait entre les humains. Donc, il y a vraiment cette synchronisation qui s'opère. Hein. Et puis, il y a la jeune fille de droite là, vient de faire une contre-imitation du comportement de l'agent. D'accord? Donc, c'est ces aspects-là qu'on voulait poursuivre au cours des interactions. Donc là, ce que l'on va regarder, hein, je vais vous présenter des deux travaux, l'un qui a été mené il y a 4-5 ans et l'autre qu'on vient juste de se terminer, où on va essayer de voir si un agent qui est capable de percevoir l'état d'un utilisateur et de s'adapter à cet état-là, est-ce que ça va agir sur la perception que les utilisateurs ont de l'agent et de même, est-ce que ça va agir sur l'interaction elle-même avec l'agent. D'accord? Donc, la première chose qu'on a dû faire, c'est de construire des architectures interactives. Donc, ça, c'est un premier modèle que l'on avait fait où on a, avec les caméras et micros, on analyse les comportements de l'agent. Ces informations sont envoyées au modèle de dialogue qui va ensuite déterminer ce que doit dire l'agent et aussi comment le dire avec ça. Et on rajoute des phénomènes, des mécanismes d'adaptation.
d'accord? Et ce phénomène d'adaptation, on va le mettre à différents aspects, différentes parties de l'architecture. Donc, pour pouvoir savoir comment est-ce que l'on va agir pour, entre autres, sur la perception que les utilisateurs ont de l'agent et sur la qualité de l'interaction, on a regardé 2 dimensions qui sont très importantes dans les interactions humain-humain, qui sont les dimensions de chaleur et de compétence. La chaleur peut être présentée sur différentes features, sur différents aspects, de même pour la compétence, d'accord? Il n'y a pas simplement une forme de compétence comme une forme de chaleur. Et nous, on va regarder seulement 2 aspects, parce que nos agents, la seule chose qu'ils savent faire, c'est même parler. Donc, on va regarder des aspects de sociabilité, comme l'amicabilité, etc., ainsi que les aspects de compétences sociales, comme la capacité de manager une interaction, de montrer de l'empathie, etc. Donc, en regardant les notions d'impression, on se rend compte que l'impression va être donnée évidemment par l'apparence, les vêtements, etc. Il y a des stéréotypes qui sont absolument liés là-dessus, mais ça agit, les comportements non verbaux vont énormément agir sur l'impression de chaleur et de compétence. Donc, on a essayé de comprendre quels sont les comportements non verbaux qui vont agir sur cette perception de chaleur et de compétence. D'accord? Donc, pour ce faire, on a regardé un corpus. C'est un corpus d'interaction humain-humain que l'on avait collecté, je ne sais plus quand, mais il y a pas mal de temps, où on voit des interlocuteurs qui interagissent donc en face à face. On avait fait des interactions médiées par grand écran. Ce n'était pas du tout la période Covid, c'était bien avant, mais parce qu'on voulait faire simuler une interaction humain-agent et l'agent étant projeté sur un écran. Et là, c'était des interactions qui sont vraiment très fluides parce qu'on avait demandé aux participants de se matcher suivant les sujets de conversation qui les intéressaient. Il y avait un qui était dit expert, hein, et il disait, moi je connais très bien je sais pas, la photographie, les jeux vidéo, le cinéma, la cuisine, etc. L'autre disait, je vous souhaite apprendre sur ce sujet-là. Et donc, les participants étaient mis de pair et ils discutaient à bâton rompu sur les sujets qui avaient été prédéterminés. Hein. Et là, on a une Kinect pour détecter les expressions corporelles. Après, on peut faire la voix aussi, expression du visage. On avait pu détecter pas mal de signaux multimodaux. Donc, maintenant qu'on a ce corpus, la chose qu'on a fait pour comprendre, c'est la perception de chaleur et de compétence, hein, comment ça agit, les comportements. On a fait 2 types d'annotations. Un, on a fait au niveau du corporel, hein, comportemental. Donc, on a annoté les différents types de gestes, d'accord? Ici, on voit différents types de gestes, et on les a catégorisés en simplement 2 actions. Les gestes communicatifs peuvent être, il y a différentes taxonomies, mais on va souvent les caractérisés comme les gestes iconiques, métaphoriques, etc. Là, on a fait des gestes qui illustrent versus des gestes rythmiques, les bâtons, les bitous, les bâtons que l'on peut faire comme ça. Mais aussi, on a regardé tous les gestes de repos que l'on fait ou même au sein d'une communication. Ça se voit pas trop avec le Zoom, mais souvent, on va mettre les mains comme ça, on va les maintenir en l'air ou mettre sur les côtés, etc., ou dans les poches. On a regardé aussi les expressions du visage et les mouvements de tête. Mais en parallèle, on a aussi regardé comment étaient perçus, en termes de chaleur et de compétence, les interlocuteurs. Donc, on a fait là, ce sont des annotateurs, hein, on a demandé à ce qu'il y ait une annotation continue de la personne quand elle regardait la vidéo de la personne qui parlait, comment elle percevait en termes de chaleur et de compétence. Donc, d'abord, chaleur, c'était un D, et puis ensuite de compétences. Et ce qui va nous intéresser, ça va être les variations. Donc, là, on a voulu regarder donc comment est-ce qu'un agent virtuel peut être perçu en termes de chaleur et de compétences. Excusez-moi, mais voilà, je me suis trompée de slide. Donc, ce que l'on a fait ensuite, c'est de regarder les associations qui existaient entre la perception en termes de chaleur et de compétences des humains et le comportement multimodaux qu'ils montrent. Et on a vu qu'il y avait
des associations positives et négatives pour les positions de repos, là, des bras, mais aussi par rapport au type de gestes. Donc, les battements, les beats, ce sont les gestes rythmiques, et les ideational, c'est tous les gestes qui sont liés à des hectiques, iconiques, métaphoriques, etc. D'accord? Et donc, on voit qu'il y a ces corrélations, ces associations, pardon, positives ou négatives, suivant les domaines de perception, chaleur et compétence, avec différents types de gestes de repos ou bien types de gestes communicatifs. Et il y a, pour le sourire, il y a ce qu'on appelle un effet de compensation, c'est-à-dire que si on sourit beaucoup, on va être perçu plus chaleureux, mais ça va aussi faire descendre notre perception de compétence, qui est vraiment très malheureux. Donc, ensuite, une fois qu'on en a ça, eh ben, on va se poser la même question. Qu'en est-il pour les agents virtuels? Est-ce qu'on retrouve cet effet-là? Après tout, les agents virtuels ont peut-être une représentation de type humanoïde, mais ce ne sont pas des humains. Hein. Enfin, surtout les agents que l'on utilise, ce sont vraiment une représentation graphique un peu obsolète. D'accord? Donc, on s'est posé cette question-là. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a créé des vidéos où on va manipuler les différents types de signaux, donc les gestes de repos, les types de gestes communicatifs, mouvements de tête, sourire, non-sourire, et on a demandé après comment ils étaient perçus à un ensemble de participants. Je vais vous montrer des exemples. When planning a journey, you have to plan 50% of it. This consists in collecting information from books and what people tell us, concerning, for example, monuments, places, and etc. The other 50% is total improvisation. D'accord, donc là, elle fait certains gestes de repos, elle fait plutôt des gestes adéotionnels, elle sourit. Et que là, ça va être l'opposé. When planning a journey, you have to plan 50% of it. Elle fait des gestes de bâton. This consists in collecting information from books and what people tell us, concerning, for example, monuments, places, and etc. The other 50% is total improvisation. D'accord. Donc, une fois que l'on a ces données, on peut voir s'il y a des variations dans la perception des agents. Et on s'est rendu compte qu'il y avait à peu près les mêmes genres de perception pour les humains. On retrouvait ce genre de résultats, sauf pour le sourire. Là, je t'avoue que notre agent étant un peu rigide, il ne paraissait pas toujours très chaleureux. Donc, une fois que vous avez a priori cette information de base sur le comportement, comment est-ce que le comportement de l'agent influe sur l'impression que l'agent donne à l'utilisateur, on a défini des mécanismes d'adaptation. Et là, les mécanismes d'adaptation vont être ici liés à choisir une stratégie conversationnelle. D'accord? On va voir comment, lorsque l'on veut, l'agent veut communiquer quelque chose, quelle stratégie conversationnelle il va choisir. Et on va utiliser un mécanisme d'apprentissage par renforcement pour l'adaptation en termes de chaleur et de compétences. Donc, pour cela, on a défini un scénario et on a eu la chance de pouvoir faire les expériences et d'acquérir un corpus à la Villette, au Musée des sciences de Paris, sciences et de l'industrie. Et il y avait une exposition sur les jeux vidéo justement à l'époque, donc on a dit l'agent va être un guide pour l'exposition. Et les participants étaient les visiteurs du musée, donc au-dessus de 18 ans pour ne pas avoir de problème avec les feuilles de consentement. Donc, quand un visiteur venait, il devait remplir le questionnaire NARS qui nous permet de connaître les a priori des agents envers les a priori des participants envers les agents. Ensuite, ils interagissaient avec l'agent et ensuite, les participants devaient répondre à 2 questionnaires, comment ils avaient perçu l'agent et comment ils avaient perçu la qualité de l'interaction. D'accord ? Donc, voici un exemple d'interaction. Tu vas pouvoir tester les jeux si tu veux. Ok.
Tu vas avoir accès à des simulateurs incroyables. Ok. Un simulateur de pilotage avec un vrai siège et un vrai volant, des pédales et tout. Waouh. Le meilleur jeu de Donc, ça voiture. continue. Ça dure à peu près 3-4 minutes, je pense, l'interaction. D'accord? Donc, ici, l'agent va agir, donc, comme je l'ai dit, sur les stratégies conversationnelles et on va utiliser les stratégies conversationnelles qui ont été définies par John T. Pittman ou qui vont agir aussi sur la pression de chaleur et de compétence. Donc, par exemple, la supplication, ça va être fait pour paraître plus chaleureux en diminuant l'impression de compétence que l'on a, tandis que l'intimidation, c'est paraître plus compétent en étant très, très froid. D'accord? Et donc, on va considérer 4 types de conversation, de stratégie conversationnelle: supplication, ingratiation, self-promotion et intimidation. Supplication et ingratiation vont jouer sur la perception de la chaleur, tandis que self-promotion et intimidation va jouer sur l'impression de compétence. D'accord? Alors, et pour pouvoir le transmettre, ces stratégies conversationnelles, on a utilisé les travaux de James Pennebaker et Calderas, où en jouant sur l'usage de, est-ce que on parle de vous, ou bien on parle de nous, je, ou bien le niveau de formalité du langage, la longueur des phrases, etc. On va pouvoir transmettre ces différentes stratégies conversationnelles. D'accord? Donc, voici 2 exemples, ici où l'intention, c'est d'expliquer un certain sujet. Et dans la supplication, on va utiliser plutôt le I, le je, et on va utiliser un vocabulaire non peu formel et pas très spécialiste. Tandis que pour paraître très compétent, on va plutôt là agir sur faire la stratégie d'intimidation et on va utiliser le vous et avec un vocabulaire plus spécialiste en parlant de capteurs et de données physiologiques, par exemple. Et là, on va utiliser les travaux que l'on a fait précédemment sur la perception de chaleur et de compétence pour choisir le type de geste communicatif, le type de geste de repos et aussi s'il va y avoir un sourire ou pas. Donc, on avait plusieurs hypothèses dans notre expérience, hein, où on a considéré 6 conditions. Une condition où l'agent choisissait aléatoirement une stratégie conversationnelle. Une autre condition, les 4 autres conditions, ils choisissaient toujours le même type de stratégie conversationnelle, par exemple ingratiation ou supplication. Et la dernière condition, c'est avec notre modèle d'adaptation. D'accord? Donc, notre hypothèse, c'est que les agents seront perçus plus chaleureux s'ils montrent la condition de ingratiation et supplication. Et pour la supplication, ils paraîtront moins compétents et vice-versa pour les conditions de self-promotion et puis intimidation. Tandis que pour le cas où ils s'adaptaient, l'agent serait perçu comme étant, l'interaction serait mieux perçue et ça dépasserait aussi les perceptions en termes de chaleur et de compétence, les perceptions de l'agent. Donc, pour cette expérience, il y a eu 75 participants, d'accord, qui ont passé l'expérience d'interaction avec l'utilisateur et on s'est rendu compte qu'il y avait que c'était vraiment la dimension de chaleur qui était vraiment importante. Donc, pour les conditions de supplication et ingratiation, l'agent est apparu plus chaleureux. De même que pour la condition de self-promotion, il y avait une sorte d'effet d'halo avec la compétence, il était paru plus compétent, mais aussi plus chaleureux. Par contre,
et ça, on le retrouve aussi dans d'autres études, hein, il y a un effet très important sur l'impression négative qu'il y a. Donc, dans la stratégie d'intimidation où l'agent veut paraître plus froid pour apparaître plus compétent, l'agent vraiment apparu plus froid. Alors que pour les autres conditions, l'agent était apparu assez chaleureux. D'accord? Au niveau de la qualité d'interaction, l'agent qui s'adaptait à l'utilisateur en termes de son engagement, etc., ça a amélioré la qualité de l'interaction. Donc, le modèle a fonctionné d'une certaine manière, hein, mais ça nous a montré que de nouveau, le phénomène d'adaptation va permettre d'améliorer la préférence de l'utilisateur et aussi son engagement dans l'interaction. D'accord? Donc, dans cette première étude d'adaptation, ce que l'on voit, c'est que les utilisateurs, enfin l'agent ici, va adapter son comportement à chacun de ses tours de parole. D'accord? Donc, il va choisir une stratégie conversationnelle à chaque tour de parole. Mais il n'y a pas d'adaptation durant le tour de parole. Alors, c'est pour ça qu'on s'est dit, là, il manque quelque chose. Durant un tour de parole, il y a cette adaptation qui se fait continuellement avec notre interlocuteur. D'accord? Donc, on a voulu regarder d'autres aspects. Et ce va être des travaux que l'on a menés au sein d'un projet franco-japonais, le projet TAPAS, qui court encore cette année, et où le but, c'était de développer un agent qui va entraîner des personnes pour faire du cognitive behavior therapy ou bien du social signal training. D'accord? Et donc, il va falloir ici, c'était notre hypothèse, le fait que si l'agent s'adapte au comportement et au profil de l'utilisateur, ça va améliorer les performances de l'agent pour le CBT ou le SST. Donc, les partenaires du projet sont les suivants. Il y a NICE qui est spécialiste sur les modèles de dialogue et sur les modèles pour la voix, l'analyse de la voix. Il y a 2 hôpitaux, l'université de Osaka, qui est le professeur Kudo, qui est psychiatre, et l'université médicale de Nara. Il va y avoir le lycée avec Jean-Claude Martin, qui va être spécialiste faire des évaluations, d'accord, les analyses de corpus, et nous pour la modélisation de l'agent. D'accord? Et dans les travaux que je vais vous présenter, là, ce modèle d'adaptation, ce que l'on va regarder, c'est non seulement la synchronisation interpersonnelle, hein, où, par exemple, il y a des phénomènes d'imitation ou d'anti-imitation, quand la jeune fille faisait ça, alors que l'agent virtuel venait de faire ça, on va regarder aussi la synchronisation intrapersonnelle. Lorsque l'on parle, notre voix va être synchronisée avec nos gestes, avec nos mouvements de visage, notre mouvement de tête, etc. Donc, il y a une très forte synchronisation intrapersonnelle. Donc, on va considérer dans le modèle d'adaptation comportementale ces 2 aspects, intrapersonnel et interpersonnel. Et ce que l'on va essayer de capturer aussi, c'est cette adaptation réciproque qui existe entre les interlocuteurs. Donc, une adaptation continue et dynamique entre les 2 interlocuteurs. D'accord? Et notre hypothèse, c'est est-ce que les agents qui sont dotés de cette adaptation réciproque, est-ce qu'ils sont perçus ils sont mieux perçus en termes d'entité sociale, et aussi est-ce qu'ils engagent mieux dans l'interaction. D'accord? Donc, les différents aspects, les différentes étapes pour cette recherche, on a d'abord, de nouveau, on s'est tourné sur les interactions humain-humain, on a analysé le comportement, voir les mécanismes d'adaptation qui existaient dans les interactions humain-humain, et ensuite, on a établi un modèle d'apprentissage où on apprenait ces mécanismes d'adaptation entre les humains, et ensuite on a retiré un des humains pour mettre l'agent virtuel, d'accord? Et on l'a appliqué à 2 applications, le CBT et le SST. D'accord? Donc, là, ce que l'on va faire, donc, c'est développer un modèle d'adaptation réciproque
de l'agent avec son interlocuteur. Donc, une chose qui va être super importante, c'est qu'on ait d'une adaptation en temps réel de l'utilisateur, non plus pour chaque tour de parole, mais image par image, frame by frame. Donc, ça va changer complètement notre architecture. Et on veut aussi gérer la notion des tours de parole. Et ça, c'est vraiment très important pour surtout les mécanismes avec le CBT. Donc, on a développé une plateforme qui s'appelle Java. Ça, ce sont les travaux de thèse de Jae Young-woo qui vient juste de soumettre, d'obtenir sa thèse. Donc, de nouveau, on a regardé la base de données Noxy que l'on a analysée, d'accord? Et là, on s'est focalisé pas sur les gestes communicatifs, c'était trop complexe parce qu'en plus, les gestes communicatifs sont vraiment liés à la sémantique. Là, on a regardé vraiment que mouvement de tête et expression du visage. Comme le mouvement des lèvres, est très impliqué dans la parole. En fin de compte, on a regardé mouvement de tête et puis le haut du visage, les expressions des sourcils surtout. D'accord? Et voici l'architecture que l'on a définie. Hein. On a défini, donc, en prenant en compte les expressions du visage et la parole, un encodeur intrapersonnel, donc pour les deux locuteurs. Hein. Là, j'ai mis l'agent virtuel, mais au départ, c'était avec les humains. Et ensuite, on va définir un encodeur interpersonnel, d'accord, pour pouvoir ensuite, une fois que l'entraînement a été fait, pour en inférence, pouvoir générer le comportement de l'agent. Donc, en prenant en compte ici le comportement de l'humain sur une certaine buffer, le comportement de l'agent aussi sur un certain buffer, en vue de prédire le comportement de l'agent à la frame suivante. D'accord? Donc, je vais peut-être me réexpliquer. Donc, on a ces deux encodeurs intra- et interpersonnels, mais pour l'inférence, ce que l'on va faire, c'est que pour prédire le comportement de l'agent à l'instant T plus 1, on va considérer le comportement de l'utilisateur sur une certaine fenêtre temporelle, le comportement de l'agent sur cette même fenêtre temporelle. On regarde le comportement de ces deux interlocuteurs pour prédire le comportement de l'agent à la frame suivante. D'accord? Donc, là, ce que l'on voulait regarder, c'était donc bien voir si les mécanismes étaient bien appris. D'accord? Donc, la première évaluation que l'on a faite, hein, c'est de remplacer donc, un des humains par un agent virtuel. D'accord? Donc, l'autre humain faisait partie déjà de la base de données. Et vous allez voir ici, dans l'interaction, ici, le comportement de l'agent en tant que locuteur et interlocuteur est complètement calculé par notre modèle. Je peux pas. D'accord. Exactement. Parce que j'ai tellement pris l'habitude de quand écouter, c'est pas Et on juste a pour bloqué, écouter on pour a foutu suivre, que le mouvement maintenant, des lèvres parce qu'on le un calcule matin, pas. je me dis, ah tiens, j'ai envie d'écouter de la musique, je mets cette musique et je suis pas du tout concentrée. Je suis avec eux, je chante avec eux et tout. Et là, j'arrête. Là, j'arrête et je dis parce que sinon, je vais pas bosser là aujourd'hui. Ah non, mais moi, pour bosser, je fais de la musique classique. D'accord. Je fais du Chopin ou des trucs comme ça parce que sinon, non. Ouais. Sinon, avec la bondalou, non, je bosse pas du tout. Tu Voilà. pars. Ça continue comme cela. D'accord? Donc, ensuite, comment évaluer ces vidéos? D'accord? Donc, lorsqu'on communique, il n'y a pas simplement une manière d'agir, etc. Donc, on ne peut pas simplement dire les mesures directes avec le ground truth. Est-ce qu'on est capable de reproduire la ground truth? Parce qu'en plus, ce modèle a été appris sur plusieurs interlocuteurs. Hein. Donc, c'est compliqué. Donc, ce que l'on va regarder, va être des phénomènes de synchronisation et aussi est-ce qu'on est capable de générer à peu près le même quantité de mouvements ou la même distribution de mouvements de tête ou de mouvements de sourcils, etc. Donc, comme mesure objective. Hein. Comme mesure subjective, on a demandé à des participants qui ont visualisé plusieurs de ce type de vidéos en ligne de définir si le comportement était naturel, s'il ressemblait à human-like, et puis aussi sur la qualité
de l'interaction en termes de synchronisation et d'engagement. D'accord? Donc ça, c'était vraiment la première étape pour voir si notre modèle, il y avait quelque chose, s'il commençait à fonctionner. Mais ensuite, il a fallu le mettre vraiment dans une interaction avec l'humain. Parce que là, dans cette vidéo-là, l'humain, dans cette expérience-là, l'humain ne s'adaptait pas à l'agent parce qu'il c'était des vidéos. Donc, pour ici, là, il a fallu que là, on change notre architecture, où on mette un humain face à l'agent et où on capture les expressions de l'humain en temps réel et on calcule en temps réel aussi le comportement de l'agent. D'accord? Et de nouveau, on regarde que le haut du texte, le haut de la tête. D'accord? Et pour l'application, on a utilisé le CBT. Le CBT, c'est une thérapie comportementale cognitive qui vise à restructurer les pensées automatiques négatives que une personne peut avoir, d'accord? Et ces pensées automatiques négatives, ce sont des pensées qui sont parfois illogiques, qui apparaissent tout d'un coup, qui sont de manière inconsciente, suite à un certain événement, et qui vont de manière altérer notre manière de voir, d'évaluer un certain événement, une certaine situation, d'accord? Donc ça, ce sont les partenaires japonais qui ont travaillé depuis longtemps sur le CBT et qui ont défini, donc, avec les partenaires de psychiatrie et de médical, des scénarios. Et donc, on peut voir différents aspects. Donc là, c'est pour les différentes classes de situations. Peut y avoir différentes réponses du système à aussi des réponses possibles, potentielles de l'utilisateur, d'accord? Donc, on avait déjà des informations sur le scénario à mener pour l'agent virtuel en tant que thérapeute virtuel, mais vraiment, je mets des guillemets dessus. Donc, l'architecture de notre système est la suivante. Donc, en haut, on a les senseurs qui vont, la caméra et le micro, pour détecter le comportement de l'agent. Ici, ensuite, en jaune, là, plutôt jaune-orange, on va avoir notre modèle d'adaptation, d'accord? Qui est en termes d'adaptation intrapersonnelle et interpersonnelle. On va avoir le modèle de dialogue qui va prendre en compte aussi ces différents aspects et qui va gérer les tours de parole et aussi la classification de ces pensées automatiques. D'accord? On utilise Flipper, qui est un modèle de dialogue par arbre. Les données de l'humain vont être stockées dans une base de données en vue d'être utilisées à chaque frame de notre modèle comportemental d'adaptation. Et ça va nous permettre de générer le comportement. D'accord? Donc, à chaque frame, donc, on va prédire le comportement de l'agent qui va prendre en compte le comportement de l'humain et ce que l'agent a fait, donc notre modèle précédent, et va calculer donc le mouvement des expressions du visage, du haut du visage et des mouvements de tête pour se faire en s'assurant que l'on a bien des mouvements continus. Le modèle de dialogue, lui, va gérer les mouvements de turn-taking, donc les changements de tour de parole. Donc, ça va quand prendre le tour de parole. Là, j'avoue que c'était assez compliqué parce que lorsque va y avoir surtout ces questions autour des pensées négatives, les personnes ne vont pas avoir le temps, tendance à prendre le temps. Donc, il fallait absolument pas que l'agent coupe la parole et se dise « Ah, l'utilisateur ne veut pas parler, c'est à mon tour de parler ». Donc, il fallait vraiment bien gérer ces histoires de tour de parole et aussi les notions de back channel. Donc, pour la classification des pensées négatives automatiques, on a utilisé le modèle développé par les partenaires japonais que l'on a adapté au français. D'accord? Ce qui nous permet de classifier chaque phrase, est-ce que c'est une pensée négative ou pas. D'accord? Donc, voici un exemple. Là, c'est un exemple qui est faux parce que c'est
Jay Yang qui parle avec l'agent, mais ça vous donne un exemple. J'ai peur que j'ai fait quelque chose de mal, donc elle ne me répond pas. Quelle première pensée très forte vous est venue à ce moment-là? Que elle n'aime pas que j'ai fait quelque chose. Si vous pensez qu'elle correspond à ce qui s'est passé, dites-nous pourquoi. Parce que j'ai attendu 6 heures et... D'accord, donc voilà, ça elle ne répond continue. toujours pas. Si elle ne correspond pas, Donc, pour l'évaluation, on a de nouveau considéré 3 conditions. Une condition d'adaptation réciproque, où l'agent va montrer un comportement adaptatif. Une condition de mismatch, où là, on avait enregistré le comportement de l'agent au cours d'une interaction, et on va utiliser ce comportement-là à chaque fois pour les conditions quand il interagit avec un utilisateur. Donc, l'agent va montrer un comportement, mais qui ne correspond pas du tout à l'adaptation qu'il a de l'interlocuteur qui lui est en face. Et une condition où l'agent ne fait pas de comportement, except le mouvement, sauf le mouvement des lèvres, parce que c'était une condition qu'avaient utilisé les partenaires japonais. Et comme on fait un projet franco-japonais, on se compare aussi avec eux. D'accord. Donc, l'hypothèse que l'on avait, c'était que les agents qui adaptaient leur comportement seraient perçus comme étant plus positifs et aussi agiraient plus efficacement sur le CBT, donc sur baisser le niveau d'anxiété et puis sur les pensées négatives. De même, on aurait un résultat similaire avec l'agent qui ne montre pas de comportement. D'accord? Donc, voici le setup de l'opération, de l'expérience. Donc, on avait 2 ordinateurs pour gérer et le modèle de Jay Yang, le modèle d'adaptation réciproque, et puis l'agent virtuel et le modèle de dialogue. Et on a enregistré, parce que ce qui est important pour après, ce qu'on a fait en parallèle, c'est qu'on voulait obtenir aussi une base de données d'interaction humain-agent. Il en existe très, très peu. C'est dommage parce que souvent, c'est ce que je vous ai montré jusqu'à présent, on va développer nos modèles sur des interactions humain-humain, mais c'est vrai que les agents virtuels ne sont pas comme des humains, donc ça serait important de comprendre comment les humains interagissent avec des agents virtuels, donc avoir des bases de données. Donc, pour cela, ce que l'on a fait, c'est qu'on a mis l'agent virtuel à côté de l'humain. Les humains, quand ils interagissent avec l'agent virtuel, ne voient pas du tout cet écran-là, mais on peut les filmer et obtenir une interaction temps réel de humain-agent. On avait le mécanisme d'interaction. Les humains voient l'agent virtuel sur cet écran-là. D'accord. Donc, les participants interagissaient avec l'agent virtuel et on va regarder différentes mesures, des mesures objectives en vue d'ETW pour calculer les ressemblances globales du comportement de l'agent généré et du comportement de l'utilisateur. On a utilisé aussi des mesures de similarité avec le KS test et test de KS pour voir les distributions similaires du comportement de l'agent et du comportement de l'utilisateur, et aussi des mesures de synchronisation et de boucles interactives qui va exister. Je vais expliquer ce que l'on entend par là. D'accord? Donc, pourquoi de nouveau, pourquoi est-ce qu'on utilise ces mesures? C'est qu'on n'a pas de ground truth. La ground truth ne veut rien dire ici. On ne sait pas comment gérer quel mouvement de ground truth peut avoir l'utilisateur, l'agent, je veux dire. Il faut donc regarder d'autres phénomènes que l'on va pouvoir mesurer. C'est pour ça qu'on va regarder le niveau de ressemblance globale ainsi que des distributions similaires de type de comportement de l'agent en termes de mouvement de sourcil ou mouvement de tête, et puis ces phénomènes de synchronisation et de boucles interactives, de boucles de synchronisation qui va exister entre
les participants. Alors, les participants, ce que l'on va regarder dans les mesures de synchronisation, c'est est-ce que si l'un sourit, l'autre sourit, donc PA et PB, hein, si PA est un interlocuteur et PB est l'autre interlocuteur. On va regarder aussi les absences de réponse. Si PA sourit, PB ne sourit pas, ou si PB sourit, PA ne sourit pas. Donc, on va regarder ces trois aspects-là pour mesurer la synchronisation comportementale. Et on va regarder aussi, savoir que lorsque on interagit, si l'un sourit, c'est pas à l'image près que l'on va avoir un autre sourire de l'autre. Il va souvent y avoir un buffer. Et on parle souvent d'un buffer de 4 à peu près, entre 2 et 4 secondes, sur lequel un sourire, par exemple, si on sourit et que mon interlocuteur sourit dans un buffer de 2 à 4 secondes, je vais percevoir comme quoi mon interlocuteur répond à mon sourire. Donc, au niveau perceptif, on va avoir l'impression qu'on va avoir une synchronisation de comportement. Donc, on va considérer ces buffers-là, d'accord? Et au niveau des boucles interactives, on va considérer 2 types de sourires. Donc, ici, on va avoir, par exemple, je parle sourire, mais ça peut s'appliquer sur les mouvements de sourcils. Par exemple, on va avoir un comportement, et puis on va avoir le comportement de B qui va être à l'intérieur de la durée du comportement de PA, ou bien PA fait un signal, PB répond à ce signal, et PA reprend ce signal-là, donc fait des comportements répétés de la part de PA, et de même avec le buffer de 4 secondes pour ce dernier exemple. Donc, on va considérer 2 à 3 types de boucles interactives dans nos mesures de synchronisation. D'accord? Donc, lorsqu'on a fait passer le comportement, on a appliqué ces différentes mesures sur les agents virtuels, donc les différentes conditions. Là, ce sont les AU1, c'est soulèvement des parties internes des sourcils. AU4, c'est le froncement des sourcils. AU2, c'est le soulèvement de la partie externe des sourcils. D'accord? Et puis, ici, c'est en bleu, c'est les réponses, les calculs, les mesures objectives pour quand l'agent s'adapte. Et le vert, c'est les mesures de mismatch. D'accord? Et donc, on voit qu'il y a plus de synchronisation en termes généraux dans les mesures, dans les conditions où l'agent s'adapte. Sauf là, c'est un peu bizarre, là, ce côté-là, mais on ne savait pas trop comment l'expliquer. Donc, au niveau de la distribution des comportements, on se rend compte aussi que on a une meilleure distribution des comportements lorsque l'agent s'adapte que lorsqu'il ne s'adapte pas pour les différents comportements, mouvements de sourcils et mouvements de tête. Hein, c'est toujours en vert et en bleu, c'est la partie non adaptative. Non, c'est l'opposé. Et puis, ce que l'on peut voir, c'est que globalement, l'agent qui s'adapte va permettre une meilleure adaptation, une meilleure performance que les agents qui ne montrent pas des comportements adaptés, d'accord, en termes de distribution, similarité, de ressemblance, synchronisation et de boucle interactive. Cependant, ça ne suffit pas. Il a fallu que l'on demande aussi des questions, des mesures subjectives. Et pour cela, on a regardé 2 types de questionnaires. Des questionnaires portant sur l'agent en termes de est-ce que l'agent vous paraît naturel, par exemple, est-ce que le comportement de l'agent vous paraît artificiel, ou bien de human likeness, est-ce qu'il se comporte comme un humain, est-ce que les utilisateurs semblent être d'accord avec vous, le participant, ou engagé, etc. Ou est-ce qu'il a établi une relation avec vous durant l'interaction. Mais aussi, on va poser des questions plus liées au CBT. Et ces questions-là, on va les poser au début de l'expérience et après l'expérience. Il va y avoir 4 types de questionnaires. L'un portant sur
comment la personne se sent, son état émotionnel, hein, son humeur, etc. Des questions aussi, un questionnaire portant sur le niveau d'anxiété, sur la détresse psychologique et sur l'état cognitif de la personne. Donc ça, ce sont des dictionnaires qui existent dans la littérature en psychologie. On a utilisé. D'accord? Et donc, en regardant les différences les réponses en avant l'enregistrement et après l'enregistrement, l'expérience, ça nous donne des informations sur l'impact que cela a sur l'agent. Donc, ici, on a les réponses sur la perception de l'agent en termes de naturalness, rapport, human likeness, etc. Et en bleu, c'est modèle adaptatif, still postures, donc en ce saumon, etc. Et puis le mismatch. Et là, on se rend compte que l'agent qui ne fait pas de comportement est mieux perçu que l'agent qui va être en mismatch. C'est-à-dire, l'agent qui fait un comportement, qui est peut-être expressif, qui va montrer des comportements, mais qui ne correspond pas, qui ne rentre pas en synchronisation et en adaptation à son interlocuteur, l'agent va être moins bien perçu. Donc, il semble vraiment important que l'agent qui montre des expressions soit fait en corrélation, en adaptation avec son interlocuteur. D'accord? Ensuite, on va regarder aussi par rapport à, ça c'est ce que je viens de dire, là, par rapport à les notions d'humeur, d'anxiété et de distress, d'accord? Et on va voir, hein, et ce sont des réponses que l'on a faites où on a mélangé ici toutes les données que l'on a eues dans les 3 conditions avec l'agent. Et ce que l'on voit, c'est que surtout pour l'état affectif et puis pour le distress, on voit que interagir avec l'agent va améliorer l'état l'état négatif de la personne. Elle va se sentir plus positive à la fin de l'interaction. Donc, ces résultats-là renforcent des études qui ont été montrées par d'autres collègues qui montrent que interagir avec des agents virtuels peut aider. Ça ne remplace pas les psychiatres, loin de là, mais ça peut aider les personnes à comprendre un peu leur état émotionnel, leurs pensées négatives, etc. Donc, simplement voir déjà que ces agents virtuels ont ce côté positif comme application. D'accord? Donc, ça ensuite, on a appliqué ce modèle à un autre scénario qui est d'entraîner les personnes à avoir des compétences sociales, par exemple, savoir accepter, savoir décliner une requête que l'on ne veut pas faire, etc. Et donc, ça va être le même genre le même modèle, mais avec un scénario différent. Là, j'allais. Donc, nous, dernièrement, on travaille à développer d'autres modèles. Hein, je vois l'heure qui tourne. Donc, on applique des modèles d'adaptation aussi pour des interviews motivationnelles en vue que l'agent puisse aider les personnes à changer de comportement, par exemple, pour faire plus de sport ou mieux manger, etc. Et on va commencer aussi un projet à aider les personnes souffrant de schizophrénie à mieux améliorer leur comportement social et communicatif dans l'interaction. Voilà, donc je m'arrête là. Je vais arrêter le partage d'écran pour commencer les questions et notre plateforme d'agents est disponible sur GitHub.